BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandon. Bonjour à tous, 15h, BFM Crypto, le club. Soyez les bienvenus dans cette émission comme tous les jours. Aujourd'hui, on va parler de succession et de crypto, de retraite et de crypto, d'actu aussi, évidemment, avec mes invités. Louis-Alexandre de Froissart, ravi de vous retrouver, gérant et associé chez Montagne Conseil et Patrimoine. Vous allez bien? Bonjour Sandra, super. Merci d'être sur ce plateau. Louis Laszlo est également ici, CTO de Meria. Bonjour Louis. Bonsoir. Ravi de vous avoir. Et Gwendal Texier, notaire et membre de la commission numérique et innovation des notaires de l'Ouest de Bretagne. C'est ça. Bienvenue dans cette émission. Gwendal, si vous voulez nous écrire, vous connaissez l'adresse crypto au singulier @bfmbusiness.fr. Vous nous posez toutes les questions qui vous passent par la tête sur ce secteur. On vous répond les jeudis entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti. C'est intéressant parce que vous, à l'inverse, vous êtes au cœur de l'activité de l'investisseur pendant qu'il choisit d'investir dans le Bitcoin, par exemple, Louis-Alexandre. Est-ce que cette partie-là, elle est abordée quand on est au début de l'aventure crypto? Est-ce qu'on dit attention, il faut avoir une certaine hygiène financière quand on a ce genre d'actifs et il faut penser à la suite à la fin? Oui. Alors nous, on le fait dès le départ parce que ça fait partie de notre ADN. Et je suis allé voir mon voisin il y a 4 ans. Voilà, pour vous dire si on se connaît depuis un certain moment. Et oui, pourquoi? Parce que notre savoir-faire, ce n'est pas uniquement le produit, c'est la gestion patrimoniale des actifs. Et dans la gestion patrimoniale, il y a l'acquisition, il y a la détention, la conservation et la transmission. Donc oui, on s'est intéressé à ces sujets et j'ai cherché depuis plusieurs années à rentrer en contact avec les notaires sur ce sujet. Donc oui, nous, ça fait partie de l'ADN. Alors que je pense que dans la partie acquisition, déjà, il y a déjà plein de choses à faire dans la partie acquisition. On ne va pas commencer à dire aux gens qu'ils vont mourir. Oui, mais la partie acquisition, elle se développe aussi. On l'a dit, l'adoption grandit. En tout cas, on l'espère que dans les chiffres, ça va se voir en 2026. Ça s'envisage à tous les cycles de la vie, Louis-Alexandre Froissart, notamment la retraite. Bitcoin et retraite, c'est quoi le lien que vous faites aujourd'hui? Eh bien, Bitcoin est un actif indispensable et totalement adapté à la retraite. Et on va parler des différentes phases, à commencer par des gens qui sont à la retraite. On vient de voir qu'on ne pouvait plus cotiser quand on était à la retraite à un PER. Maintenant, il n'y a plus de déduction. Eh bien, achetez du Bitcoin. Pourquoi? Parce que si je suis un fonds de retraite, je raisonne en actif-passif. Actif, c'est ce que j'ai. Passif, c'est les sorties prévues. Et tant que j'ai pas 70 ans, j'ai encore 15 ans statistiquement devant moi. Et 15 ans, c'est largement suffisant pour une stratégie Bitcoin. Donc, Bitcoin vient se mettre comme un actif de réserve, à côté, par exemple, de l'or. Et il est d'ailleurs un peu anticorrélé à l'or, donc c'est vraiment un très bon complément. Anticorrélé, ça veut dire qu'il se comporte de manière quasi opposée. En tout cas, pas de la même manière. Et puis après, dans ce patrimoine, je peux aussi aller mettre, bien sûr, des actions, puisque 15 ans, c'est largement suffisant pour mettre des actions. Puis pour la partie un peu plus sécurisée, je vais mettre un peu d'obligations ou de fonds euros. En tout cas, c'est une manière de me constituer une réserve et d'apporter un peu de souveraineté à mon patrimoine quand je suis à la retraite. Donc déjà dans cette phase-là, même retraité, investissez dans le Bitcoin, ça va vous, consoler de ne plus pouvoir verser sur votre PER après 70 ans, parce qu'on vient de nous enlever la déductibilité sur le PER. Et puis en plus, se faire expliquer Bitcoin, c'est toujours absolument passionnant. On va parler de l'épargne dans un instant, mais là, si je suis en phase de retraite justement, avant 70 ans, je mets quelle part de mon patrimoine? Je sais que pour les actifs, on dit souvent c'est 8 à 10% qui est raisonnable. Est-ce que là, c'est la même part? Si je suis déjà à la retraite et que dans mes actifs qui sont là, ça va dépendre si j'ai des besoins ou pas de besoins. Ouais. On va dire par exemple que si je suis un patrimoine largement investi, je peux monter au-delà de 5%, c'est pas bien grave. Et puis j'en profiterai pour transmettre de manière active. Alors ce qui va être un petit peu différent si je suis en phase d'épargne. Parce que si on a dit que Bitcoin était adapté quand je suis à la retraite, il l'est encore plus quand je suis en phase d'épargne pour ma retraite. Parce que là, je n'ai plus 15 ans devant moi, j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et donc, surtout, je peux faire ce qu'on appelle le fameux versement régulier, le dollar cost average, c'est-à-dire je mets un petit peu toutes les semaines dans Bitcoin. Un actif volatile, je mets régulièrement et là, c'est l'actif de référence, c'est l'actif de réserve puisque j'ai vraiment du temps devant moi et je me constitue là encore quelque chose qui est rare, quelque chose qui est souverain, quelque chose qui est diversifiant. Et donc, typiquement, l'actif parfait. Et je peux épargner, mais aussi je peux en avoir des petites fractions en faisant du minage. Oui. Pourquoi? Parce que le minage, quand j'achète une machine au bon moment, je fais cet arbitrage-là, c'est une manière d'avoir une épargne en Bitcoin. Je mets un 4 000, 5 000 euros tout de suite. Et après, tous les mois, je vais récupérer des petites fractions.
Via une société française, bien sûr. Via une société française, mais malheureusement pas encore en France. Oui, pas encore en France. Mais ça avance. On fait avancer ce sujet et pour les acteurs, ça va arriver. C'est en train de En tout cas, venir. pas dans un contrat d'assurance vie français, malheureusement, Oui, parce que la CPR est contre, mais dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, je peux. Ce que vous nous dites quand même, c'est qu'à tous les âges, finalement, on peut investir dans le Bitcoin. C'est ça qui est intéressant, et que c'est une stratégie, quoi qu'il arrive, qu'il faut regarder, quoi. Oui, et puis Bitcoin majoritairement, et puis est-ce qu'on investit dans autre chose? J'allais vous poser la question. Voilà. Et parce que c'est la question qui vient naturellement après. Alors, il faut savoir que dans la partie blockchain et crypto, on peut tokeniser des actifs. Vous allez voir, ça va être un raz-de-marée. Donc, on peut commencer par l'or. On peut tokeniser de l'or, ça c'est facile. On peut aussi regarder les choses qui vont arriver, c'est-à-dire comme la finance décentralisée va arriver sur Solana et Ethereum, on peut peut-être acheter un petit peu de Solana et un petit peu d'Ethereum en complément de Bitcoin. C'est comme ça qu'on va diversifier ces classes d'actifs, surtout si on a le temps. Alors qu'à la retraite, on va peut-être se concentrer sur l'actif de réserve. Oui, effectivement. Et après, la phase suivante, c'est de penser à la transmission, à la succession, une fois qu'on a fait ce pas-là. C'est pour ça qu'on est du même côté. La boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée, puisque à la retraite, on anticipe un petit peu la transmission. Et on a vu une chose, je vais répondre à la question auquel Gwendal a voulu volontairement passer à côté. Quand vous avez une donation à faire, quand vous êtes par une plateforme, c'est pas forcément simple. Alors que quand vous êtes en détention directe, eh bien souvent on se rend compte que c'est plus pratique pour faire des donations parce qu'on peut plus facilement suivre les transactions parce qu'on est à l'origine de ces dernières. Tu es d'accord avec moi ? Je confirme. Voilà le dernier conseil de Louis-Alexandre de Froissart. Donc ce sont ces établissements-là qui imposent le rythme, qui vont imposer le rythme dans les mois qui viennent, Louis-Alexandre? Alors, c'est très intéressant de voir justement que là, c'est très simple, c'est qu'aux États-Unis, vous avez le droit de dire que vous faites du lobby. Donc, en fait, eux, ils disent tout simplement, voilà, nous, on veut pas ça et on va le dire clairement. Nous, en Europe, c'est beaucoup plus feutré. Vous savez, ça se passe dans les couloirs de Bruxelles et il se passe la même chose, mais sauf qu'on le dit pas. Alors, nous, on en a conscience puisqu'on sait très bien où est-ce qu'on est coincé. Et donc, le pouvoir bancaire, aujourd'hui, c'est lui qui tient quand même un peu le pouvoir législatif, parce que c'est lui qui finance les élections, de manière très officielle aux États-Unis, de manière moins officielle en Europe. Et donc, quand BlackRock a décidé déjà de faire son token Beedle, s'il peut éviter d'avoir des concurrents par ailleurs, c'est de bonne guerre. Hein. Je suis là, j'utilise mon pouvoir pour aller limiter le marché. Donc, par contre, je suis aux États-Unis, il y a quand même un sentiment de mettre l'entreprise en avant. Donc, il va y avoir un vrai combat. Parce que l'arbitrage, il va se faire à quoi? Est-ce que ça fait du business en plus ou pas? Et si ça fait du business en plus, et si le pouvoir central a la conviction que ça fait du business en plus, il va écouter les plateformes. Alors qu'autant vous dire qu'ici en Europe, que ça fasse du business en plus ou pas, c'est pas trop le sujet. Ça peut rassurer derrière, Louis-Alexandre. Oui, alors moi je dirais qu'en plus je suis d'accord sur le fait que le secteur va un petit peu se concentrer, et c'est pas une mauvaise chose dans certains cas, mais on est sur un sujet d'innovation. Et ce que moi je vois, parce que j'ai la chance d'être depuis un peu plus longtemps que Louis sur le sujet, et je vois que plus on va sur l'innovation, plus la réglementation a du mal à suivre. C'est-à-dire qu'on va faire une réglementation par rapport au passé, en pensant qu'elle va s'appliquer par rapport au futur. Et puis, vous allez voir, ça ne va pas louper. On va aller sur une nouvelle strate d'innovation et on va contourner. Qui parlait de Robinhood il y a 6-7 ans? Aujourd'hui, Robinhood tokenise l'ensemble des marchés pour pouvoir être 24/24, 7 jours sur 7 sur les marchés actions. Réponse du NYSE il y a 15 jours, donc New York Stock Exchange. Oui, nous aussi, on va pouvoir tokeniser les actions et on va pouvoir acheter 24/24, 7 jours sur 7. Donc en fait, et ça, on n'a pas encore la réglementation sur la tokenisation d'actions, mais déjà, les gens lancent. Donc, en fait, on va toujours avoir une réglementation qui va être à la ramasse de l'innovation financière. Et je pense que là, ça va être une course où on n'a pas fini d'en parler. Pas fini d'en parler, comme le dit Louis-Alexandre, en effet. Merci, messieurs, d'être venus dans cette émission. Louis-Alexandre de Froissart, gérant et associé chez Montaigne Conseil et Patrimoine. Louis Laszlo, CTO de Meria. Gwendal Texier, notaire et membre de la commission numérique et innovation des notaires de l'Ouest, à savoir la Bretagne. C'est ça. En claironne fièrement. Merci à tous les trois d'être venus dans le club BFM Crypto, émission à revoir en podcast et en replay sur notre appli, nos sites, nos réseaux sociaux. Évidemment, je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.